Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission à la croisée des arts entre musique, musée et théâtre. Sur le plateau, on accueille tout de suite Véronique Rey-Vaudeau, conservatrice du musée romain de Nyon. Bonjour Véronique, bienvenue. Bonjour, merci. Que des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour le musée romain l'année prochaine, les 40 ans, mais aussi une nouvelle fondation qui vient d'être créée pour soutenir le développement de l'institution, mais aussi la mise en valeur de l'histoire romaine nyonnaise. Qu'est-ce que ça change concrètement, Véronique Rey-Vaudeau, le fait que cette fondation soit mise sur pied pour le musée? Alors ça change beaucoup de choses, je pense, en matière de perspective et de réalisabilité de nos projets, bien sûr, puisque avec l'apport de fonds supplémentaires, un certain nombre de projets qu'il aurait probablement été plus difficile de mettre sur pied le seront, pourront l'être, nous espérons en tout cas, de façon un peu plus facile, avec quelques moyens supplémentaires, ce qui, à l'heure actuelle, est loin d'être négligeable. Ouais, j'allais y venir justement en contexte difficile budgétaire, des coupes budgétaires de 5% qui sont annoncées pour le budget 2019. Là, avec cette nouvelle fondation, un nouveau capital de 100 000 francs, donc ça tombe plutôt bien. Évidemment, ça tombe très très bien. Et au-delà de l'apport financier, c'est aussi un signe qui nous encourage beaucoup, qui traduit aussi le souci d'un certain nombre d'acteurs, dont bien sûr la ville, de donner une meilleure visibilité à notre musée d'une part, ce musée qui est en somme l'interface entre ce riche passé romain de la région et de la ville tout particulièrement et le public. Le défi, c'est justement de mettre en avant toujours ce riche patrimoine historique et de le mettre au goût du jour. Donc quels seront justement les challenges et comment finalement ces 100 000 francs seront utilisés? Alors, dans le détail, je ne peux encore pas être précise exactement, mais notre projet, les perspectives que nous essayons maintenant de mettre en chantier, consistent justement à donner, grâce aux technologies actuelles qui nous ouvrent tout un pan de possibilités, donner une visibilité plus grande à ce qui, à Nyon, est trop souvent invisible. D'ailleurs, le nom de travail que nous donnons à notre projet, c'est rendre visible ce qui est invisible. Vous savez sans doute que tous les vestiges romains dont la ville de Nyon est très riche sont situés dans le sous-sol et sont difficiles à conserver, contrairement à d'autres sites. Donc là, concrètement, comment est-ce qu'on rend ces vestiges visibles? Alors, on se base sur le travail scientifique qui est fait pour essayer de comprendre ces vestiges, et avec des techniques telles que reconstitution 3D, telles que images, films, réalité augmentée, eh bien, on essaye, à partir de ces vestiges qui ne sont plus visibles, de les faire parler, de leur faire prendre corps, ou du moins un corps numérique, si on veut, afin que le visiteur ou que le passant puisse prendre conscience que là, eh bien, sous cette route où on ne voit plus rien, il s'élevait un monument dont on essaye de dessiner les contours les plus précis possibles, les plus évocateurs surtout, afin que les passants soient vraiment interpellés et comprennent, sentent cet héritage. Cet héritage et finalement ce monument, un monument visible mais parfois oublié, c'est l'amphithéâtre qui est à quelques lieues de là. Est-ce que vous y croyez encore à ce projet? Est-ce que justement il pourrait y avoir un nouveau vent, un nouvel élan avec cette fondation? Alors bien sûr, non seulement j'y crois, en tout cas sur le plan personnel, mais je ne crois pas être la seule, bien sûr. Vous savez, faire de l'archéologie, de l'histoire, c'est souvent avoir beaucoup de patience, mais avoir aussi une certaine ténacité et surtout beaucoup d'enthousiasme, et qui fait que, oui, nous avons tout à fait bon espoir que les choses vont pouvoir bouger autour de cet amphithéâtre. Il faut quand même signaler que c'est, contrairement à beaucoup d'autres monuments qui, effectivement, dont les vestiges gisent sous les routes et sous les rues et les maisons de Nyon, celui-là est visible. À l'échelle 1:1, il est visible. Il est donc potentiellement
tout à fait visitable. On peut, et j'espère que on va le faire, le mettre en valeur et surtout le donner à la population, à nos visiteurs de près et de loin. On s'intéresse à notre amphithéâtre loin la ronde. Gardez un œil dessus. Et puis la mise en valeur du musée qui fêtera justement ses 40 ans. Une série d'activités sont proposées. On peut notamment citer les contes antiques du mercredi, mais aussi les dimanches découvertes, prochaine date le 6 janvier, ou encore les brunchs du musée romain, prochaine date le 20 janvier. Quels sont les enjeux? Pourquoi créer une série d'activités autour du musée? C'est de finalement permettre la participation des Nyonnais à ce musée? Oui, c'est la volonté que nous avons, au-delà du fait que le musée existe, il a son exposition permanente, il est là depuis bientôt 40 ans justement, il propose des expositions temporaires, mais il est souvent, trop souvent encore méconnu. Les gens parfois n'ont soit pas l'idée, soit peut-être pas n'ont pas la motivation pour venir, se disent mais qu'est-ce qu'on va trouver, ou tout simplement ne connaissent pas. D'appropriation et d'appréciation par rapport au musée du Léman et le château de Nyons? Alors, non, pas vraiment. C'est-à-dire que chacun de nos musées travaille dans son domaine. Nous travaillons tous ensemble. Quand nous avons des ponts que nous pouvons bâtir, nous le faisons. Mais ce n'est pas toujours possible, hein, vu les sujets très différents dont on s'occupe. Mais c'est vrai que peut-être l'archéologie, le fait que, aussi, comme je vous l'ai dit, les vestiges sont peu visibles. Ils le sont essentiellement au musée. Bien sûr, sur l'esplanade des Marronniers aussi, sous la forme de ces 3 colonnes, mais ils sont peu visibles, donc les gens ont plus de difficultés, peut-être moins d'occasions d'être mis en face de l'existence de ce passé, et c'est à nous, justement, de le transmettre de diverses façons. Notre nouveau programme de médiation, qui a été aussi mis sur pied grâce à la motivation de toute notre équipe d'accueil, c'est une des manières justement d'attirer les gens, de leur dire « Hep, on est là. On est là, il y a un musée, il y a des choses formidables qu'on peut vous raconter, il y a plein d'histoires qu'on peut vous raconter. » Et pour les enfants, pour les adultes, pour les gens peut-être un peu plus spécialistes ou un peu plus intéressés vraiment spécifiquement, tous ces publics sont les bienvenus et nous travaillons à essayer de leur proposer des offres attrayantes. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une possibilité d'attirer d'autres publics si on descend justement au bord du lac avec ce futur projet de l'extension du musée du Léman? On sait que c'est en cours, qu'on attend des décisions notamment par rapport à un recours, mais on sait aussi que finalement cette extension avait été initiée notamment par une fondation qui a permis plusieurs recherches. Donc est-ce que vous pourriez pas finalement vous associer au musée du Léman et créer ensemble une extension? Alors, nous sommes déjà associés à ce projet d'extension. Hein. Donc, les 2 autres musées y sont associés, évidemment pas par le biais de la conception de l'exposition permanente qui est en cours d'élaboration dans ce nouveau musée du Léman, mais par le biais de la mise à disposition qui devrait être faite pour les 2 autres musées d'une magnifique nouvelle salle d'exposition temporaire qui nous permettra d'organiser alors des expositions temporaires plus ambitieuses, je ne dirais pas au niveau du contenu, nous sommes déjà ambitieux, mais au niveau évidemment du potentiel scénographique, muséographique. Voilà, exactement. Donc de ce point de vue-là, oui, et nous sommes aussi intégrés à la conception de nouveaux locaux de travail, d'accueil de classes et de bureaux, etc. Donc nous sommes déjà intégrés. Maintenant, n'oublions pas que, alors ça c'est valable aussi bien pour le musée romain que pour le musée Le Château, nos lieux ne sont pas simplement des musées qu'on peut déménager ici ou là. Le musée romain est là parce qu'il y a une histoire et une raison. C'est vestige. Exactement. Il est établi dans des fondations d'un monument qui a juste 2000 ans d'âge. Donc ça n'est pas entre guillemets, n'importe quel espace, tout adapté qu'il serait, dédié à un musée. C'est
le musée, le bâtiment dans lequel est le musée est déjà l'objet principal du musée. Donc là, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, mais ça n'aurait aucun sens de changer. Par contre, nous nous réjouissons d'avoir des possibilités plus étendues, notamment en matière d'exposition temporaire. Véronique Révaudot, merci pour ces précisions et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est encore de 40 belles années à venir. À bientôt. Merci beaucoup. À présent, petit intermède musical avec des concerts dans la tradition de Noël avec l'ensemble choral de la Côte, mais aussi le chœur mixte de Gland de Chêne qui vous propose Oratorio de Noël à voir le 7 décembre au Théâtre de Maran à Nyon, mais aussi le 8 décembre à Grandchamp à Gland et finalement le 9 dans la salle Franck Martin de Genève. C'est un concert de Noël où nous chantons 2 cantates de l'Oratorio de Noël de Bach, la première et la 6e. L'Oratorio de Noël de Bach, c'est un tube. Et puis c'est vrai qu'avec mon chœur, le chœur mixte de Gland, on n'a pas l'habitude de chanter des grandes œuvres. Et là, c'est l'occasion. Au milieu, nous interpréterons une messe de la Nativité de Giovanni Alberto Ristori, qui est un compositeur italien, mais qui a eu sa carrière à Dresde et qui était très connu en son temps, mais qui malheureusement est tombé dans l'oubli. Et nous aimerions le faire renaître. Bach, voilà, qui est un must dans l'oratorio avec sa métrique, sa vigueur, sa force. Et puis Ristori est beaucoup plus, moi je dirais féminin, peut-être que je me trompe un peu, il y a beaucoup de syncopes, c'est plus fluide, c'est léger, mais c'est intérieur aussi. Avec le chœur, ça fait à peu près 1 année qu'on travaille ça. Donc on se voit chaque mardi soir, 2 heures, et puis on avance petit à petit. Et puis depuis un petit moment, on est avec le CC pour mettre tout ça en commun. D'associer 2 chœurs dont la culture et la tradition est différente mais complémentaire, avec le chœur mixte de Gland qui chante un répertoire varié et qui s'associe en l'occurrence à un chœur classique d'oratorio qui a un peu plus l'habitude de chanter des grandes œuvres que le chœur mixte de Gland et qui ensemble leur permettent de chanter ces grandes œuvres avec un accompagnement orchestral tout à fait important et magnifique et donc c'est une circonstance particulière et excellente que de mettre ensemble finalement nos forces et nos envies. On aime tous chanter et puis je crois que le plaisir est d'être ensemble parce que chanter ensemble apporte c'est de la musique mais c'est surtout réussir quelque chose ensemble, se mettre tous ensemble pour réussir un projet. Et puis il y a une dimension humaine et il y a beaucoup de choristes qui me disent mais le mardi soir c'est mon soir préféré de la semaine parce qu'ils sont vraiment heureux de venir chanter.
Place à Monsieur qui pue à voir au Casino Théâtre de Rolles les 7 et 8 décembre avec samedi la participation du projet Sourds et Culture. Autrement dit, la représentation sera accessible en langue des signes française et ça c'est une bonne nouvelle, on en parle d'ici quelques minutes. Mais avant ça, je vous propose un petit extrait et on revient juste après. Hello tout le monde, je suis de retour. J'ai ramené des biscuits. Coucou les filles. Les filles, Bonsoir chérie. c'est l'heure. Annabelle, Chloé, allez, venez. Il nous faut une belle photographie pour nos cartes de vœux. On fait un peu famille idéale, hein. Bah, on n'a pas toujours été comme ça. Un peu quand même. Si on est heureux, c'est grâce à Monsieur qui pue. Monsieur qui pue, puait. Il empestait. Il cocotait. Il schlinguait. Et si le verbe schmouter figurait dans le dictionnaire, je dirais ici qu'il schmoutait. Il était le pueur putride le plus pestilentiel qui ait jamais existé sur Terre. Si on vous avait mis l'odeur, il aurait pué si fort que vous auriez été obligé de quitter la salle. De mettre tous vos vêtements à la poubelle. Et d'enterrer la poubelle. Très profond. Mais si Monsieur qui puait, c'était pas de sa faute. Ben non. Car voyez-vous, c'était un clochard. N'ayant pas de maison, il n'avait jamais l'occasion de se laver correctement comme vous et moi. Près de lui, sa petite chienne, Duchesse. Pas de race particulière, juste une chienne. Elle aussi empeste, mais pas aussi fort que Monsieur qui pue. Car rien au monde ne sent aussi mauvais que lui. Personne ne s'arrêtait jamais pour lui faire la conversation. Du moins, jusqu'au jour où une petite fille trouva enfin le courage d'aller lui parler. Et c'est là que mon histoire commence. Et avec nous sur le plateau, deux invités, Anne-Claude Prélat-Giraud, présidente de l'association, mais aussi Sylviane Thiel, metteur en scène. Bonjour mesdames. Bonjour. En quelques mots, justement, le projet Sourds et Culture, comment est-ce que ça fonctionne ? Le projet Sourds et Culture collabore avec différents metteurs en scène, des théâtres, pour proposer au cours de la saison différentes pièces qui soient accessibles pour le public sourd et malentendant qui utilise la langue des signes, qui n'a accès à rien en termes de théâtre et de spectacle des arts vivants. C'est là où justement il faut changer les choses, mais en termes de mise en scène, qu'est-ce que ça change concrètement quand on doit adapter ça aux sourds ? C'est pas énorme parce que Anne-Claude a une position dans le spectacle, on la change pas de place en cours de spectacle. Donc il faut trouver la bonne position où ça soit efficace pour les personnes malentendantes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à voir non seulement l'œil évidemment sur le spectacle, mais en plus d'avoir toute cette transcription en langue des signes. Voilà. Mais on l'a trouvé à Jardin, pardon. À Cours, elle est. Voilà. Pourquoi à Cours ? Est-ce qu'il y a une raison ? Parce que, à un moment donné, de toute façon, j'utilise un petit peu tout le plateau quand je fais la mise en scène. Il y a des scènes qui se passent à Jardin, il y en a qui se passent à Cours. Donc, de toute façon, évidemment, s'il y a une scène à Cours et puis que je l'ai mis à Jardin, ils vont devoir balayer un tout petit peu. Mais à un moment donné, c'est une décision à prendre. Et puis, selon notre pièce, selon Monsieur qui pue, la meilleure position, c'était à Cours. Et il y a une chose très intéressante que vous m'expliquez, Anne-Claude, en préparant cette émission, c'était que non seulement on traduit un langage, mais ce qu'on traduit surtout, c'est des émotions. On traduit le sens, bien sûr, du spectacle, de ce qui est dit, pour que les personnes sourdes puissent suivre au même titre que les entendants ce qui est en train de se jouer sur le plateau. Et puis, il y a tout un travail qui se fait en amont du spectacle, où on vient assister en tant qu'interprète aux répétitions. On regarde les comédiens, la metteur en scène, leur donner des indications, vraiment travailler sur la préparation et la mise en place du spectacle pour s'imprégner des intentions de jeu qui sont souhaitées, pour pouvoir être au plus proche de ce qui est souhaité par la metteur en scène, parce que dans ma manière de le traduire, je vais devoir redonner un maximum les émotions et les intentions de jeu qui étaient demandées par le metteur en scène. Donc là, concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous lui avez demandé en termes de mise en scène ?
Elle a beaucoup observé en fait, parce que je n'ai pas travaillé l'interprétation avec elle. Elle a vraiment observé comment les acteurs interprétaient le texte et elle s'est inspirée de ça. Après, évidemment, moi je ne comprends pas la langue des signes. Je n'ai pas du tout le pouvoir d'arriver à la diriger pour qu'elle fasse. Mais je vois qu'au niveau des expressions qu'elle donne, c'est les mêmes que les comédiens donnent sur le plateau. Mais est-ce que ça change parfois le texte ou la mise en scène où on se dit « Ah mais là, tu vois, c'est difficile d'adapter ce sens, ce jeu de mots » et que des fois, on change l'adaptation ? Alors, il y a tout un travail qui doit être fait sur le texte. Donc, non seulement je travaille sur le texte, ensuite avec les comédiens sur place, sur le plateau, avec eux, je regarde les répétitions, je participe. On fait ça avec ma collègue également. On est parfois 2 interprètes. Suivant le type de pièce, ça nécessite d'être 2 sur le plateau pour traduire les dialogues et être plus dans une interaction. Mais en l'occurrence, certaines expressions, les manières de... Tout d'un coup, il y a des chansons qui arrivent dans le spectacle. Ceux qui viendront voir le spectacle de Monsieur qui pue Harold auront l'occasion d'en voir un certain nombre. Quand il y a des moments très musicaux ou adaptations avec des jeux de mots, des moments, des passages très poétiques ou des métaphores, il faut que je trouve un équivalent en langue des signes. Et ce n'est pas une barrière, hein. On peut traduire de la musique. Alors, on peut traduire les chansons. On peut redonner le même rythme, donc être vraiment dans un rythme similaire. Donc ça, c'est important que ce soit bien travaillé en amont pour être calé avec ce qui se passe sur le plateau. Et puis, on peut donner des jeux de mots, on peut donner tout ça. Et c'est pour cette raison aussi que je travaille en amont avec des personnes sourdes qui peuvent aussi vérifier en termes de compréhension visuelle, est-ce que ma traduction va leur permettre d'accéder au sens de même manière que quelqu'un dans le public pourrait capter un jeu de mots, un passage comique ou... Voilà. Sylviane Thiel, est-ce que vous étiez consciente de ce besoin avant justement l'arrivée du projet Souris-Culture ? Bien, c'est vrai que je n'y avais pas vraiment réfléchi. On n'avait pas. C'est Anne-Claude qui est venue me voir, il me semble, et puis qu'elle m'a proposé ça. J'ai évidemment tout de suite sauté sur l'occasion parce que c'est merveilleux de pouvoir accueillir tout le monde, enfin de pouvoir accueillir des personnes malentendantes dans le théâtre qui n'ont pas accès normalement. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Moi, je fais un théâtre très visuel en plus, donc ça me plaît de montrer cet univers visuel parce qu'évidemment, ils ont toute la traduction d'Anne-Claude, mais ils ont évidemment ce qui se passe aussi sur scène. Ils voient aussi les comédiens avoir les expressions et tout ça. Et voilà, c'est un apport génial. Et c'est un deuxième spectacle, en fait, parce qu'on ne le joue pas toujours avec Anne-Claude, mais quand Anne-Claude est là, c'est un deuxième... voilà, on a 2 spectacles pour le prix d'un. Moi, j'adore l'observer. Je trouve ça fascinant d'arriver à exprimer des choses rien qu'avec des gestes. Est-ce que ça vous a donné envie peut-être de faire un spectacle uniquement dédié aux sourds, ou en tout cas sur ça peut-être ? Ça serait très intéressant, et même de travailler sur les sens, parce qu'on pourrait aussi travailler avec l'association Écoute-Voir, qui fait des audio-descriptions pour les personnes malvoyantes. Et je me dis, on pourrait carrément faire un spectacle avec toutes, et où les spectateurs, on leur enlève un sens, soit l'ouïe, soit la vue, et puis de travailler un peu différemment. Je faire participer à une expérience, Voilà, exactement. De comprendre un petit peu ce que chacun vit depuis le début avec ma compagnie. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les différences, enfin de promouvoir les différences, de cultiver nos différences, la tolérance. C'est des thématiques qui me sont chères. Et là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir inclure des personnes malentendantes dans cette aventure. Et cet aspect d'inclusion est extrêmement important parce qu'on ne vise pas des spectacles que pour les personnes sourdes. On vise vraiment à leur permettre un accès aux spectacles qui sont accessibles à tout un chacun. Et cette démarche, elle est faite dans les théâtres, elle peut être faite dans des musées également, elle peut être faite pour des concerts, dans des festivals. J'ai pu lire ça. Et justement, Souris-Culture qui sera aussi présente à Gland pour le spectacle La Poupée Cassée le 2 février au théâtre de Grandchamp. Le but, c'est de vous implanter, enfin vous êtes implanté dans la région, mais de proposer aussi peut-être encore plus ici dans la région. Est-ce que c'est difficile de trouver une place ? Alors, l'objectif, chaque année, on collabore avec les différents théâtres de Suisse romande. Ils nous font un certain nombre de propositions qu'on soumet à choix à un groupe de personnes sourdes de référence qui sélectionne un certain nombre de spectacles. On ne peut pas tout rendre accessible, on en choisit un certain nombre et on essaye de sélectionner a priori des spectacles en tournée pour pouvoir le proposer non seulement, par exemple, Monsieur qui pue a déjà tourné pas mal dans le canton de Fribourg, et là, on a la chance de pouvoir leur proposer à Rolle samedi prochain, pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de le voir, vendredi et samedi. Il sera accessible samedi, donc n'hésitez pas à venir voir le spectacle. C'est un magnifique spectacle avec une sensibilité assez
Voilà, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, les spectacles, en général, on les propose dans différents lieux. Donc, on essaye de... C'est pas du tout une collaboration uniquement vaudoise, même si mon association est basée sur le canton de Vaud. On tourne dans toute la Suisse romande. L'appel est lancé, en tout cas, à un projet qui mérite d'être soutenu, Souriculture et la culture dans son ensemble. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous. Quant à vous, le reste de l'émission en agenda et les dates à ne pas manquer. Un peu de soleil et de chaleur avec Talakote Festival, un événement pour découvrir les jeunes talents de la région de 12 à 25 ans. Au programme, divers ateliers ouverts à tous et sans inscription, la projection du film Tapis Rouge, mais aussi plusieurs concerts, les vendredis 7 et samedi 8 décembre à la salle du Vieux Moulin de Saint-Pré. Du côté du théâtre, découvrez Petite Scie toute une montagne, mercredi 12 décembre, à Gland, au théâtre de Grandchamp. Un spectacle de marionnettes enchanteur où un petit bonhomme modelé sous vos yeux prendra soudainement vie. Son objectif, monter un rocher au sommet d'une montagne, un clin d'œil pétillant d'innocence et d'audace du fameux mythe de Sisyphe. Un spectacle en coproduction entre le Cockpit Théâtre de marionnettes de Genève et le Théâtre de marionnettes de Lausanne. Avis au Petit Rat, le centre de ballet Martinelli ouvrira ses portes du 10 au 15 décembre et du 17 au 21. L'occasion d'assister aux cours présentés par les élèves à Nyon et à Copé ou de découvrir l'univers fascinant de la danse. Même rythme du côté de l'Académie des Arts Créatifs à Nyon, Rolle et Gland qui vous invite à découvrir ses cours de musique, danse, théâtre, rythmique, art visuel et comédie musicale du 10 au 14 décembre. Instant d'exception pour personne d'exception. C'est par ces mots que l'artiste Catherine Etter vous invite à vivre un moment hors du temps où vous pourrez découvrir ses nouvelles toiles et le retour des personnages. Rendez-vous dans son atelier rue du Nord 6 à Rolle avec en prime un apéritif offert dès 18h30 samedi 8 décembre. Enfin, sortez le champagne, Ripopé fête son anniversaire. Ce ne sont pas 1 ou 2 artistes qui seront invités, mais bien 30 pour fêter les 10 ans de la maison d'édition nyonnaise fondée par Jessica Vaucher et Stéphanie Pfister. Le vernissage aura lieu vendredi 14 décembre à 18h, tandis que l'exposition sera à découvrir du 14 décembre au 13 janvier à l'Espace et La Grenette. Plein de belles choses à ne pas manquer et à découvrir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!